Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité dans l'Internet des objets. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Alexis Duc. Donc, je suis ingénieur de recherche chez Ayrton. Donc, Ayrton, c'est un bureau d'études. On est 25 à peu près, et on conçoit des objets connectés à Lyon. Donc, on fait à la fois tout ce qui est hardware, tout ce qui est électronique, mais aussi les firmware, les applications mobiles, les plateformes cloud, et tout ça pour les objets connectés. Et à côté de ça, je suis aussi doctorant dans un laboratoire de recherche de l'INSA de Lyon qui s'appelle le CITI. Donc, les thèmes que l'on va aborder, donc, j'ai parlé d'Internet des objets, de sécurité, je vais présenter les grandes vulnérabilités. On fera un petit focus sur tout ce qui est Bluetooth Low Energy, comme c'est un protocole qui est beaucoup utilisé dans les objets. On verra quelques petites démos. On parlera d'attaque par canal auxiliaire. Et finalement, les solutions que l'on peut mettre en place ou les solutions qui arrivent. Donc, qu'est-ce que l'Internet des objets? Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Gartner prédit par exemple qu'il va y avoir 20 milliards d'objets connectés dans les années à venir, en 2020. Bon, ce sont que des chiffres, hein. Donc par Internet des objets, on entend pas seulement connecter à Internet, donc ça c'est la définition qu'on peut trouver par exemple sur Wikipédia, mais également tout ce qui est objet qui va se connecter simplement avec un téléphone ou simplement à un autre objet. Et tout ça qui est un peu intelligent, qui inclut un minimum d'intelligence. Donc voilà. Quand on parle de sécurité maintenant, on parle souvent des 3 piliers de la sécurité. Donc c'est la disponibilité. Donc ça signifie que votre système doit toujours être capable d'autoriser, d'authentifier votre utilisateur, par exemple. L'intégrité, donc là, c'est que la donnée elle n'a pas été altérée, qu'on ne peut pas répudier l'information, qu'on peut bien authentifier la personne qui l'a émise et que le contenu est toujours correct. Et aussi la confidentialité. Donc la confidentialité, là, c'est par exemple le chiffrement. Donc la sécurité dans l'Internet des objets, pourquoi ça pose des problèmes? Pourquoi c'est pas aussi simple qu'une application web? Donc les objets connectés, ils sont souvent dispersés partout dans la maison, ça peut être dans les villes. Donc c'est des milieux qui sont hétérogènes. On va avoir des objets connectés qui vont être simplement connectés à un téléphone, d'autres qui vont être connectés à un routeur, d'autres qui vont se trouver quelque part dans une forêt et qui va se connecter en utilisant du LoRa, du NB-IoT, des protocoles divers et variés. Bien souvent, les utilisateurs ne sont pas au courant des risques, les fabricants non plus. C'est quelque chose qui est assez récent et tout le monde n'est pas bien sensibilisé à ça. On a aussi une surface d'attaque qui est beaucoup plus grande qu'avec une application web ou une application mobile. Puisqu'à la fois, notre système objet connecté, il faut le voir comme l'objet connecté en lui-même, physiquement, mais aussi tout ce qui va autour, donc toute la chaîne application mobile, application web, passerelle, voilà, tout ça. Et on a aussi le hardware. La partie électronique peut venir s'attaquer également. Tout ce qui est problème de scalabilité aussi. Les objets connectés, on en a énormément. Et qui dit énormément d'objets connectés dit énormément de vulnérabilités. Dans les objets connectés aussi, on a des ressources contraintes. On travaille sur on ne dit pas des processeurs, on parle de microcontrôleurs. Là-dessus, au niveau chiffrement, par exemple, on n'a pas toutes les ressources matérielles pour le faire. Donc tout ça, ça pose beaucoup de challenges. Les objets sont petits partout, avec des influences environnementales. Donc par exemple, on va avoir de la pluie qui va faire que l'objet va s'abîmer. Donc il va falloir ça va poser des problèmes au niveau de la disponibilité, par exemple. Donc voilà. Les ressources sont limitées, donc ça j'en ai déjà parlé. Et surtout, ils sont autonomes et ils ont des conséquences sur le monde réel. Alors qu'une application web, voilà, si c'est un site web, l'impact dans le monde, voilà, il n'est pas dramatique. Si c'est un objet connecté qui contrôle une voiture, là ça pose plus de problèmes. Une voiture connectée, là on comprend tout de suite l'impact. Des systèmes d'alarme aussi connectés, par exemple, tout ça, ça peut avoir de graves conséquences. Donc au niveau de la surface d'attaque,
L'OWASP, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, a défini 20 surfaces d'attaque pour les objets connectés. Donc ça peut être l'application web, les interfaces physiques, donc là les ports de debug, le firmware, à la fois l'interface réseau, le cloud, l'application mobile. Et chacune de ces surfaces d'attaque a plusieurs vulnérabilités potentiellement. Donc voilà un peu toute la chaîne de l'objet connecté et les différents points d'entrée sur lesquels l'attaquant va pouvoir se greffer. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tous ces points-là, toutes ces brèches-là, elles doivent être colmatées. Parce que si vous avez une super sécurité au niveau de l'application mobile, mais que votre objet connecté en lui-même, il a une sécurité qui est faible, l'attaquant il ne va pas venir s'attaquer à l'application mobile, il va venir attaquer là où c'est le plus faible finalement. Voilà. L'autre point sensible, c'est la mise à jour. Comment on déploie les pages de sécurité? Comment on met à jour son système? Une application web, on peut faire, voilà, c'est pas compliqué de déployer ultra rapidement une mise à jour. Hein. Ça pose pas de problème. Quand on a des objets connectés dans la nature, c'est plus compliqué. Voilà. Comment on le met à jour? Comment on met à jour automatiquement? Donc là, à l'IETF, ils sont en train de définir un standard pour la mise à jour des firmware des objets connectés. Donc on voit que c'est encore un travail qui est en cours et que ça pose des problèmes. Avoir rajouté la possibilité de mettre à jour son objet, ça rajoute également une vulnérabilité. Voilà, parce qu'on va pouvoir venir flasher un firmware qui peut être corrompu, qui ne peut pas être celui d'origine, et venir changer finalement le comportement de l'objet. Donc voilà toutes les problématiques. Tout ça fait que les objets connectés, c'est vraiment le paradis des hackers. Donc voilà. Autre problème avec les objets connectés, donc objets connectés, on collecte des données et ça pose des problèmes de vie privée. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données qui sont collectées? Par exemple, des données des trackers, des Fitbit, des choses comme ça. C'est des données qui sont sensibles au niveau de la santé des personnes. Par exemple, maintenant, on voit qu'il y a des assureurs qui vont vous donner un Fitbit et en fonction finalement de votre activité sportive ou non, va pouvoir vous faire des réductions sur les contrats d'assurance. Donc on ne voit pas forcément l'impact comme ça, mais par exemple, je ne sais pas, votre voisin veut vous nuire, votre Fitbit n'est pas correctement sécurisé, il va pouvoir venir injecter des fausses données au service de santé de votre assureur et lui faire croire, par exemple, que vous êtes sédentaire alors qu'en fait vous êtes super sportif parce qu'il ne vous aime pas, tout simplement. Ou alors, au contraire, vous allez vouloir envoyer des fausses données à votre assureur. Donc voilà quelques problèmes. Aussi, autre problème, là, il n'y a pas très longtemps, il y a une poupée finalement d'un enfant où quelqu'un qui était dehors, il pouvait se connecter dessus, venir écouter tout ce qui se passait dans la chambre ou vouloir venir faire dire des choses pas très bien à la poupée, quoi. Et ça, finalement, maintenant, la personne qui a fait ça, le revendeur a été condamné par la CNIL, a payé une très forte amende, mais voilà. Donc ça pose aussi des problèmes de responsabilité. La question qu'on peut se poser aussi, c'est qui sont les hackers? Donc là, c'est pareil, on retrouve une grande variété de hackers. Donc ça peut aller du jeune hacker dans sa chambre qui va aller faire le premier tuto qu'il trouve et qui va aller attaquer finalement un objet isolé. Donc là, l'impact, il est faible. Après, ça peut être des hackers un peu plus on va dire, un peu plus professionnels, même si on ne parle pas de hackers professionnels encore. Ça peut être des groupes de cybercriminels. Donc eux, c'est ceux qui vont avoir potentiellement le plus d'impact, qui vont avoir le ratio le plus critique entre leur nombre et ce qu'ils savent faire. Ça peut aussi être des cyberterroristes. Et après, on peut retrouver aussi quelques hackers d'État. Voilà. Eux, ils sont vraiment très faibles, mais ils savent faire beaucoup de choses, ils ont accès à beaucoup de choses. Et l'autre truc aussi, c'est que toutes les vulnérabilités que l'on retrouve, c'est des choses qui ont été résolues depuis des dizaines d'années dans tout ce qui est application web, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'actualité? On en a beaucoup d'exemples
d'attaques sur les objets connectés. Donc, je vous ai parlé de la poupée, du Furby. Et il y avait un aspirateur, on pouvait venir se connecter dessus et le contrôler à distance. Voilà, des failles sur le Bluetooth, sur Alexa. On pouvait venir envoyer avec des ultrasons, une application mobile pouvait envoyer des sons donc, qu'on n'entendait pas. Mais par contre, Alexa pouvait les interpréter et faire acheter n'importe quoi, par exemple. Donc voilà. Aussi, les objets connectés peuvent être utilisés pour attaquer des objets, faire des attaques massives. Donc là, c'est le cas, par exemple, du botnet Mirai. Donc un botnet, finalement, c'est un malware qui va venir infecter l'objet connecté. Et finalement, le malware, il va pas venir faire de mal à l'objet plus qu'en soi. En fait, c'est quelqu'un à distance qui va venir se connecter à ces botnets, qui va venir se connecter à tous ces objets connectés et qui va l'utiliser pour faire des attaques de grande ampleur de type denial of service. Donc, par exemple, attaquer un site web et le mettre down en envoyant trop de requêtes. Donc ça, c'était le cas de Mirai. Donc il n'y a pas que Mirai, il y a eu beaucoup de petits frères, de petits successeurs qui étaient de plus en plus performants. Donc Mirai, je parlais d'attaques qui sont vieilles de 10 ans, il faisait simplement infecter un verre conventionnel, infecter l'objet connecté, se répliquer et tester sur des caméras IP ou des routeurs des mots de passe par défaut. Enfin, des mots de passe par défaut quand même. Est-ce que c'est vraiment une faille de sécurité? Enfin, est-ce que c'est vraiment un bug, un problème, quoi? Enfin, là, c'est quelqu'un qui n'a pas. C'est une négligence, on peut dire. Voilà. Autre attaque qui a peut-être plus dramatique. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Ouais, c'est un pacemaker. Donc en fait, le pacemaker, il a pu se faire hacker en fait, où un attaquant pouvait venir se connecter dessus et changer la configuration, envoyer finalement gêner la connexion avec l'objet avec son superviseur et envoyer finalement des décharges électriques au cœur de la personne de façon anormale. Même en envoyer trop et ils ont montré qu'ils pouvaient éventuellement tuer la personne comme ça, quoi. Donc là, l'impact est vraiment plus dramatique. On a aussi des vulnérabilités sur le Bluetooth. Donc là, je vous parle de la vulnérabilité Blueborn, donc, qui est sortie cet automne, enfin en automne 2017. Donc là, c'est une vulnérabilité qui touchait l'implémentation du driver de tous les systèmes d'exploitation, à la fois sur Windows Phone, à la fois sur Android, sur macOS, sur les iPhones et sur les systèmes Linux. Donc ça inclut téléphone Android, à la fois Amazon Alexa, toutes ces choses-là. Donc là, qu'est-ce que pouvait faire l'attaquant? Il pouvait obtenir un shell à distance sur un téléphone, par exemple, sur un objet connecté, en injectant du code. Donc là, je vous ai listé un peu toutes les CVE qui ont été publiés sur les différentes plateformes. On a aussi une application mobile là, qui tourne sur Android, qui permet de savoir les objets autour et est-ce qu'ils sont vulnérables ou pas. Alors je vous ai dit que c'était un problème de driver, donc là, d'où l'importance de mettre à jour de la mise à jour des objets connectés et des téléphones. Donc par exemple, moi là, j'ai un Nexus 5, téléphone de Google. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il n'est pas mis à jour, il est toujours vulnérable. Voilà, pourtant c'est un bug qui a été corrigé. Voilà, les drivers ils les ont corrigés, quoi. Ils ont trouvé la faille et ça a été patché, quoi. Mais je ne peux pas mettre à jour mon téléphone. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Alors là, je parlais d'un Nexus 5 qui est vieux maintenant de 3 ans, mais il faut savoir que les Wiko ou les téléphones bas de gamme, les mises à jour, vous les avez une fois tous les 6 mois et encore quand vous les avez, quoi. Et eux, forcément, ils sont encore vulnérables. Donc là, je vais vous montrer une vidéo en fait, de l'attaque Blueborn sur Alexa. Donc ça, c'est une vidéo qui était faite par le groupe de chercheurs qui a trouvé cette vulnérabilité-là. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une sorte de paquet qui n'est pas dans le protocole, un petit peu trop gros finalement, un peu comme Heartbleed. Il va envoyer un paquet. Il va pouvoir obtenir un shell par usurpation des privilèges, quoi.
Il va vraiment avoir un shell, il va pouvoir lui faire dire à Alexa des choses dont elle n'est pas censée faire. Je ne sais pas si vous allez entendre. Donc voilà pour cette attaque-là. Donc tous ces codes-là, finalement, on peut les trouver également sur GitHub, c'est open source, ils ont publié, ça rigole. Donc si vous voulez le reproduire et faire ça chez votre voisin que vous n'aimez pas, vous pouvez essayer, quoi. Alors, pour pallier un peu à tout ça, il y a l'OWASP qui a sorti en 2014 un top 10 des attaques et des vulnérabilités des objets connectés. Donc qu'est-ce que c'est l'OWASP? C'est une organisation, on va dire, à but non lucratif qui a pour objectif d'améliorer la sécurité des logiciels. Donc là, je vous en parle dans le cadre des objets connectés, mais on le rencontre aussi sur les applications web. On a aussi un top 10 des applications web. Je crois que c'est cet après-midi, il y a une conférence sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé par la sécurité. Voilà. Donc, l'OWASP a fait un top 10 des vulnérabilités. Donc, je vais vous les présenter. Donc, la première vulnérabilité, c'est une interface web qui n'est pas sécurisée. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi classiquement sur n'importe quel site web. Donc là, je parle de l'interface web de l'objet. Donc, par exemple, je parle par exemple l'interface qui vous permet de configurer votre routeur ou votre caméra IP. Voilà, donc là, c'est des injections XSS ou CSRF. Donc là, l'attaque que j'ai en tête, c'est on pouvait venir faire une requête GET un peu arrangée sur un thermostat pour pouvoir accéder à ce thermostat et changer la température sans qu'on se soit connecté au préalable. La deuxième chose, c'est un problème d'authentification. Donc là, c'est le système d'authentification qui est mal configuré. C'est le cas par exemple du Mirai Botnet où les mots de passe étaient laissés par défaut. Ou alors un mot de passe qui va être codé en dur dans le code. Voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Troisième point sensible, c'est les services réseau qui sont pas sécurisés. Donc là, c'est des ports qu'on va laisser traîner ouverts. Donc ça va être Internet qui va être ouvert. Sur les objets connectés, on rencontre aussi de l'UPnP, par exemple sur les routeurs, où on va pouvoir venir faire des attaques à ce niveau-là. Voilà. Là, problème de chiffrement. Donc là, on va avoir des données qui ne sont pas chiffrées, donc on va pouvoir venir récupérer. Un exemple d'attaque, donc peut-être que vous en avez entendu parler, c'est le frigo Samsung connecté, qui pouvait être attaqué assez facilement. Et on pouvait voler les authentifiants Google qui étaient utilisés pour... je pense que c'était pour passer des commandes ou des choses comme ça depuis le compte, quoi. Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure, des problèmes de confidentialité. Voilà, donc là, c'est des données personnelles qui vont fuiter alors qu'elles ne sont pas censées fuiter. Donc là, l'exemple que je peux donner, voilà, c'est le sextoy connecté en fait, qui n'était pas du tout sécurisé et on pouvait assez facilement récupérer des données. Donc là, c'était la température en fait qui fuitait. Voilà. Imaginez ce qu'on peut faire avec la température de ce genre d'objet. Donc là, l'interface au niveau du cloud qui n'est pas sécurisée, donc c'est comme la première, sauf que là, ce n'est pas directement sur l'objet, mais c'est l'application web qui va récolter les données, par exemple. On a l'application mobile. Donc là, c'est des attaques Bluetooth dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est le téléphone, l'application mobile qui va venir se connecter à votre objet. Voilà. Maintenant, problème de possibilité de configurer l'authentification et les mécanismes de sécurité. Donc là, c'est un utilisateur qui va malencontreusement avoir le droit de faire une requête que seul l'administrateur aurait pu faire. C'est encore un classique des attaques sur les applications web.
Là, celle-ci, par contre, elle ne touche que les objets connectés. Donc là, c'est un firmware qui n'est pas suffisamment protégé. Donc là, on va pouvoir venir avec un debugger se connecter sur les ports de debug de l'objet et venir lire son firmware ou venir flasher un firmware malveillant dedans. Ça, c'est lié à la dernière, donc qui est une faible sécurité au niveau physique. Donc là, on va pouvoir, pas forcément pour récupérer des informations, mais pour faire du déni de service d'objets connectés. Donc on va pouvoir voilà, venir endommager l'intégrité du système. Par exemple, se connecter sur les ports de debug, ou pas forcément sur les ports de debug, mais sur un bus de communication entre deux microcontrôleurs de la carte, et espionner ce qui se passe, envoyer des données, couper une piste, par exemple, qui va modifier le comportement de l'objet. Voilà. Et tout ça, ça peut avoir des contraintes dans le monde réel. Pensez à la température de tout à l'heure, là. Et ça fait peur. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se cache derrière des rideaux, mais on corrige pas le problème. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de la sécurité des objets connectés en Bluetooth Low Energy, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on rencontre beaucoup. Et vous, dans le quotidien, c'est là sûrement là-dessus sur lequel ça va vous impacter le plus. Enfin, vous avez peut-être tous une montre connectée, un pèse-personne connecté, un thermomètre connecté chez vous. Et bien souvent, ce sera du Bluetooth Low Energy. Alors, j'ai dit Bluetooth et Bluetooth Low Energy, donc c'est quelque chose qui sont... C'est deux protocoles qui s'appellent Bluetooth, mais qui sont un petit peu différents. Donc Bluetooth Low Energy, on en parle aussi sous le terme de Bluetooth Smart, Bluetooth 4, maintenant Bluetooth 5. C'est utilisé dans les objets connectés parce que c'est une version du Bluetooth qui est fait pour optimiser la consommation énergétique et pour transporter des données qui sont de petite taille, qui correspondent bien aux objets connectés. Donc, quand je dis de petite taille, c'est de l'ordre de la vingtaine d'octets. C'est un protocole qui est complètement différent je parle au niveau applicatif, au niveau de la couche physique, ça reste la même que le Bluetooth standard. On est dans la bande des 2 Go 4. Par contre, au niveau de la couche applicative, c'est complètement différent. Voilà. Donc on a des périphériques, des centrals. Donc là, c'est le téléphone. Donc c'est lui qui va initier la connexion, qui va venir se connecter à l'objet. Un objet de lui-même, il ne peut pas venir comme ça dire « je me connecte à un téléphone ». Il faut que ce soit le téléphone qui initie au moins une première fois la connexion. Votre objet, pour que le téléphone puisse s'y connecter, il va envoyer des paquets d'advertising, des paquets de broadcast pour dire « je suis là ». Voilà. Donc il y a eu plusieurs mises à jour de ce protocole-là. Donc il y a le Bluetooth 4.0 qui est connu pour avoir des failles de vulnérabilité depuis maintenant pas mal de temps, depuis 2013-2014. Donc pour pallier à ça, ils ont sorti le Bluetooth 4.2 en décembre 2014. Donc lui, il emploie des techniques de sécurité, de chiffrement qui est beaucoup plus évoluées. Et là est arrivé le Bluetooth 5 cet été, en 2017. Par contre, lui, il n'apporte pas de mesures de sécurité supplémentaires. Il va simplement augmenter la portée et augmenter le débit que peut transporter le protocole. Donc, au niveau de la sécurité, comment fonctionne le Bluetooth Low Energy? Donc, c'est du chiffrement AES sur 128 bits avec un échange de distribution de clés de type privé-public par Diffie-Hellman. Donc, pour mettre en place le chiffrement, il y a trois types de clés qui vont être utilisées. Des clés à court terme, des clés temporaires, des clés à long terme qui vont être, elles, stockées dans le téléphone ou dans votre objet. Donc, quand vous faites un appairage avec un objet connecté et que vous avez du bonding, en fait, le fait de faire du bonding, c'est ça, c'est vous conserver finalement les clés long terme et les informations de l'objet pour s'y connecter plus tard et ne pas avoir à refaire toute cette étape d'échange de clés avant, quoi, pour gagner du temps. Et finalement, la sécurité, elle repose sur... vu que la clé long terme, elle est dérivée des clés court terme et moyen terme,
Et bah, la sécurité va dépendre de comment est calculée la clé à court terme, comment est déterminée la clé à court terme. Donc pour ça, le protocole il définit plusieurs méthodes. Donc il y a la méthode JustWorks. Donc là, typiquement, c'est la clé qui est laissée à 0, 4C 4.0. Et voilà, donc on va utiliser une clé qui est 4.0. Je vous laisse deviner la sécurité de ce genre de choses. On a la méthode par code PIN, donc ça on la rencontre dans le Bluetooth standard. Donc tout ça, ça marche aussi pour le Bluetooth standard, cela. C'est pas typique Bluetooth Low Energy. Et on a la méthode out of band, donc personnellement je ne l'ai jamais vu employée dans les versions 4.0, 4.1. Donc out of band, ça veut dire qu'on va transmettre la clé par un autre moyen. Donc ça, on le fait maintenant avec le NFC. Par contre, on peut aussi avoir ça peut être là, on stocke des clés sur des clés en dur, par exemple dans les applications, dans le firmware d'application mobile. Donc ça, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais c'est out of band. Ça passe pas par le Bluetooth. Ça, c'est tiré, cette phrase-là, c'est tiré de la spécification. Donc aucune des méthodes d'appairage ne protège contre quelqu'un qui va venir écouter en mode man in the middle, qui va venir écouter l'information. Ça, c'est à cause de la méthode JustWorks. Donc finalement, la sécurité Bluetooth Low Energy, ça marche seulement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a apporté le Bluetooth 4.2. Bluetooth 4.2, il apporte une méthode d'échange des clés qui a été améliorée en utilisant les courbes elliptiques. Et il a introduit un nouveau mécanisme de génération de la clé à long terme qui s'appelle le LE Secure Connection with Numeric Comparison. Donc là, comment ça marche? C'est votre objet, il va venir afficher un code et sur votre téléphone, vous allez affiché le même code. Il va falloir venir confirmer. Ou vous allez avoir un code d'un côté et vous allez devoir rentrer ce code sur le téléphone pour valider la connexion. Donc ça protège contre l'attaque man in the middle. Et c'est la seule méthode, même dans le Bluetooth 4.2, qui est fiable. Dans le Bluetooth 4.2, on peut toujours continuer à faire les méthodes d'avant, mais ce n'est pas pour autant que vous allez être sécurisé. Et pourtant, on compte que cette méthode-là, elle n'est pas employée dans 80% des cas. Et quel est le problème, quoi? Pourquoi on ne le fait pas? Alors en fait, les problèmes, c'est surtout au niveau des problèmes d'IHM, d'interface avec l'utilisateur. C'est qu'au niveau des applications mobiles, on ne peut pas vraiment contrôler tous ces mécanismes-là. C'est un peu la surcouche d'Android, la surcouche d'iOS. Et du coup, on a des comportements qui vont être différents entre différents téléphones Android, entre différentes marques, différentes versions du système d'exploitation. Ce qui fait que les personnes ils vont préférer ne pas le faire que d'imposer un frein à l'utilisateur. Et puis, mettre en place des mécanismes de sécurité, c'est perdre un peu de temps sur le développement. Ça coûte de l'argent, donc on ne le fait pas. Voilà. Et c'est dommage. Donc, on peut facilement hacker son objet connecté en Bluetooth. Donc pour ça, c'est accessible, je dirais, à peu près à tout le monde. Il suffit d'acheter un dongle à 4$ sur Amazon. On a aussi des trucs un peu plus sophistiqués comme l'Ubertooth là que j'ai mis sur la photo de droite. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour écouter au niveau physique. Donc vous allez pouvoir analyser le spectre et récupérer des données de tout type avec. Avec les dongles que vous achetez sur Amazon, on est une couche au-dessus du protocole. Donc là, vous n'allez pas pouvoir écouter le spectre radio, mais vous allez avoir les paquets Bluetooth déjà formés, quoi. Et après, vous les récupérez avec Wireshark comme si vous analysiez un réseau classique, quoi. Donc l'attaque dont je vais vous parler, c'est l'attaque man in the middle. Donc là, c'est de l'homme du milieu. Donc c'est quelqu'un qui va venir se positionner entre l'objet connecté et le téléphone. Il va servir de passerelle, finalement, il va détourner les paquets. Et les paquets vont transiter par lui, il va pouvoir tous les récupérer, donc ça veut dire savoir ceux qui circulent, et aussi injecter des paquets malveillants, modifier les données qui vont être lues. Donc ça, comment ça fonctionne? On a les deux dongles, et un dongle va venir cloner l'objet, et l'autre dongle, finalement, va venir... c'est sur lequel la personne va venir se connecter. Il se croit finalement qu'il est connecté à l'objet réel, sauf qu'il est connecté à votre dongle qui est connecté sur votre PC.
Et là, finalement, tous les paquets, il va pouvoir les intercepter, les modifier à la volée. Donc, je vous ai mis une petite vidéo qui est faite avec un soft qui est disponible sur GitHub, qui s'appelle Betelgeuse. Donc là, on a deux machines virtuelles qui correspondent à chacun des dongles. Donc à droite, vous avez en bas, à droite, vous avez le téléphone, et en bas, vous avez un dongle qui est connecté à votre téléphone, et en haut, vous avez le dongle qui est connecté à l'objet connecté. Et donc là, on va pouvoir intercepter tous les paquets et les modifier à la volée. Donc là, c'est l'application mobile du cadenas connecté. Et donc, on va pouvoir venir intercepter tous les paquets. Donc là, vous le voyez sur la vidéo, sur l'image du haut, tous les paquets qui circulent. Et quand on va vouloir débloquer le cadenas, et on va avoir le paquet qui circule avec le mot de passe. Donc là, voilà, on voit ce paquet-là qui est circulé, qui correspond au mot de passe. Voilà. Donc là, on voit bien le scénario d'attaque, la personne qui se cache derrière un cadenas qu'elle voit comme ça dans la nature. Elle l'émule, et la personne, quand elle va vouloir le déverrouiller, elle va se connecter à l'objet qui est émulé, et la personne va pouvoir récupérer le mot de passe comme ça. Donc voilà, pour le petit exemple d'attaque sur un objet Bluetooth. Donc tout ça, c'est des attaques classiques que l'on retrouve, qui sont faciles à faire. Donc maintenant, je vais vous parler d'un type d'attaque un peu plus avancé sur lequel les chercheurs travaillent en ce moment. C'est les attaques par canal auxiliaire. Donc, qu'est-ce qu'un canal auxiliaire finalement? C'est un canal qui n'est pas fait à la base pour communiquer de l'information, mais qui transmet une information qui est souvent secrète et sans le vouloir. Donc l'exemple, ça peut être, là je l'ai mis, ça peut être le détecteur de mensonges, où finalement l'information qui va être transmise, c'est si vous mentez ou pas, et ça va être transmis par la transpiration, votre rythme cardiaque. Mais à la base, c'est pas fait pour communiquer, et c'est pas quelque chose que vous voulez le faire. Au contraire, vous voulez l'éviter, quoi. Ça peut être la personne qui joue au poker et qui bluffe. Elle va avoir un tic qui va permettre de savoir si elle ment ou pas. L'autre exemple, c'est celui que j'ai mis en bas. Donc là, c'est un papier qui était sorti au mois de décembre 2017, où des chercheurs ont montré qu'en mettant un accéléromètre dans un rouleau de papier toilette, en fonction de la technique de déroulement du papier toilette et de la vitesse de déroulement, on va pouvoir identifier l'utilisateur. Donc voilà un canal auxiliaire sur la vitesse de déroulement du papier toilette. Alors un autre exemple qui va peut-être qui vous parle, on va montrer un peu de code. Donc là, on va contrôler un mot de passe. Voilà. Donc là à gauche, j'ai mis l'implémentation simplement d'un contrôle d'accès. On vérifie si le mot de passe c'est le même que celui que l'on attend en utilisant le strcompare. Donc ça, c'est une fonction qui est dans la standard lib C. Donc je vous ai mis l'implémentation à droite de cette fonction-là de la standard lib. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est un canal auxiliaire et quel est le problème avec le code de droite de la fonction strcomp? Est-ce que quelqu'un le voit? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, plus vous allez sortir de la boucle while, plus rapidement si la lettre du mot de passe elle est erronée, où elle se situe plus ou moins au début de la chaîne. Donc comme ça, on va pouvoir, comme quand on veut trouver toutes les combinaisons à cadenas, on va sortir de la boucle, on va avoir la réponse à false finalement de la strcomp plus rapidement ou non, et comme ça, on va pouvoir lire l'information. Donc c'est un peu ce que je vous ai mis là. Il y a aussi un autre type d'attaque qui est les attaques par la différence de consommation énergétique. Donc là, ça touche par exemple un objet connecté. On va venir regarder quelle est sa consommation énergétique et à partir de ça, trouver ce qui se passe, faire du reverse de cette manière. Donc là, ça fait déjà 10 années qu'on sait le faire pour récupérer des clés de chiffrement AES, par exemple. On peut aussi faire ça avec le spectre électromagnétique. Donc, j'ai lu un papier au mois de septembre, là, où finalement, en faisant varier
l'utilisation CPU d'un ordinateur, on pouvait transmettre une information à un téléphone placé à côté en utilisant le magnétomètre du téléphone. Voilà. Une autre vulnérabilité, deux autres vulnérabilités qui vont peut-être vous parler, qui utilisent les attaques par canal auxiliaire, c'est Spectre et Meltdown. Voilà. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça? Donc déjà, on peut mettre en place de la sécurité by design. Donc ça veut dire dans la conception de l'objet connecté, à toutes les étapes de la conception, on va prendre en compte la sécurité. On va faire avant on faisait par exemple simplement une étude de combien allaient coûter les composants pour trouver les meilleurs composants, quels étaient les composants qu'on allait pouvoir utiliser, quels étaient les protocoles radio qu'on allait pouvoir utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une analyse de risque, par exemple. Donc on va choisir la technologie en fonction de leur vulnérabilité aussi. On va aussi intégrer tout ce qui est sécurité dans le processus de développement. Donc ça peut être en mettant en place tout ce qui est intégration continue. Je parle d'intégration continue parce qu'en fait, il faut être capable de répondre rapidement quand on va trouver une faille. Produire une mise à jour fiable le plus rapidement possible quand quelqu'un va nous trouver une vulnérabilité ou un bug. Ça veut dire faire des revues aussi. Ça veut dire prévoir la possibilité de mettre à jour son objet connecté, ce qu'on ne faisait pas forcément auparavant. Il faut savoir aussi, l'essentiel, c'est de couvrir les risques principaux, pouvoir être mis à jour, utiliser des mécanismes de chiffrement qui sont standards. On ne va pas réinventer la roue, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Voilà. Ne pas réutiliser la même clé et les mêmes mots de passe sur tous les objets. S'assurer de l'intégrité du code, donc ça veut dire protéger la mise à jour du firmware, venir signer le firmware qu'on va venir déployer. Ça va venir aussi empêcher l'accès physique à l'objet. Par exemple, venir mettre quelque chose qui empêche l'accès finalement je dirais la boîte dans laquelle on met l'objet, faire quelque chose de plus robuste que l'on aura pu le faire auparavant. Maintenant, qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui est en cours de mise en place de standardisation? Donc il y a les Lightweight Crypto, donc là c'est des protocoles de chiffrement léger pour l'Internet des objets qui sont en train d'être développés. Il n'y a pas longtemps, il y a une compétition, c'est la compétition KSR, où là on vient proposer des nouveaux protocoles de chiffrement beaucoup plus légers. Donc voilà, il y a maintenant les 2 finalistes qui sont sortis, donc on va bientôt savoir quel va être le nouveau standard de chiffrement pour l'Internet des objets légers, résistant aux attaques side channel. Il y a aussi des processus de standardisation, d'analyse formelle des logiciels pour les objets connectés. Ça veut dire on va analyser finalement statiquement et dans le déroulement du code que tout ça se passe bien avec des preuves mathématiques. On a les attaques aussi par injection de fautes, qui sont un autre type d'attaque, où avec par exemple un laser, on va venir envoyer une impulsion sur le processeur pour venir soit faire fuiter de l'information, soit détourner son comportement. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un projet de recherche français sur lequel on travaille avec le CNRS, le Lauria à Nancy, l'INRIA, avec Airbus, Trusted Object qui font des Secure Elements pour concevoir des protocoles de chiffrement léger pour l'Internet des objets. Voilà. Donc Trusted Object font des Secure Elements. Donc qu'est-ce qu'un Secure Element finalement? C'est un composant matériel qui va être lui vraiment conçu pour la sécurité, qui va à la fois contenir les clés de chiffrement de façon sûre, résistant aux attaques side channel, qui va aussi contenir l'implémentation des algos de chiffrement. Donc le chiffrement va pouvoir être déchargé du processeur principal qui ne va pas forcément avoir la ressource matérielle pour le faire. Donc c'est le Secure Element qui va venir faire tous les traitements, tous les calculs. Voilà, il faut le voir aussi comme un coffre-fort des clés. Donc c'est vraiment un outil qui va être de plus en plus utilisé dans l'Internet des objets. Il faut voir aussi que ça a un coût, donc
C'est pour ça que ça met un peu de temps à l'utiliser, quoi, à être mis en place. Donc, pour conclure, voilà, il y a 84 milliards d'objets qui sont déjà en route. Eux, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, hein, ils sont déjà dans la nature. On ne peut pas les mettre à jour, ça n'a pas été prévu. Voilà, donc c'est pour ça on a besoin de vous, développeurs, pour dès à présent prendre des bonnes habitudes. Et on sait que finalement la plus grosse faille, elle se trouve derrière le clavier. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image. Donc à méditer aussi cette petite BD XKCD. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Donc on a 5 minutes pour les questions, 4 minutes. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que dans le Bluetooth 4, il n'y a pas du tout de possibilité de contrer les attaques manuelles. Ouais. Et l'out-of-band bien utilisé, ça permettrait de faire. Ouais. Alors, tu me posais la question. J'ai dit que le Bluetooth 4.0 ne protégeait pas contre Man in the Middle, mais que tu me poses la question si la méthode out-of-band par NFC permet de se protéger. Alors, ouais, la méthode out-of-band du 4.2, elle va te protéger contre les attaques Man in the Middle, mais finalement pas le Bluetooth 4.0. Voilà. Ça, si tu veux plus d'informations là, tu peux aller lire le papier de Mac Ryan qu'il a fait en 2012, et avec l'Ubertus qu'il montrait, il arrivait à récupérer les clés. En fait, la façon dont est construite la clé, à partir des clés court terme, moyen terme et tout ça, il arrivait avec... alors, c'est pas immédiat, la clé, elle circule pas en clair, mais avec un PC qui permet de le faire, en quelques secondes, il arrive à récupérer les clés à long terme. Et il y a même des sniffers professionnels, donc là, ça coûte quelques milliers d'euros. C'est intégré dans leur software, en fait, de faire ça. Voilà. Donc, voilà. D'autres questions? Non. Ouais. Pour Blueborn? Ouais, c'est ça, la vulnérabilité Bluetooth. Tu tapes... Ouais, désolé. Alors, tu me poses la question que je te donne l'application mobile qui permet de voir si l'objet connecté est vulnérable ou pas aux failles Bluetooth Blueborn. Bah, je te dirais, il faut que tu ailles sur le Google Play, tu tapes Aramis Blueborn, et je pense que tu vas tomber dessus. Oui, Armis, pardon. Je pense que tu vas le trouver. Ok, ça marche. Voilà. Il y a 3 vulnérables dans la salle. Plus le mien qui n'a pas le Bluetooth de coupé, quoi. Qui a le Bluetooth de coupé, pardon. D'autres questions? Non, bah dans tous les cas, je vous remercie et puis je suis disponible toute la journée.